l'histoire du girl power et de la pop en tube. Rebecca Manzoni met sa cape de sorcière féministe pour raconter les tubes qu'on aime des années 60 à aujourd'hui. Parce qu'être une femme libérée et noctambule, c'est vrai que c'est pas si facile. 20 chansons qui ont changé le monde. Je veux entrer dans la tanière des gens élégants, suffisants aux idées vieillottes et les rendre dingues. 20 chanteuses qui ont cassé les codes. Le succès n'autorise plus les failles. J'ai décidé de m'octroyer le droit d'en avoir. C'est une histoire du girl power et de la pop en chanson de Nina Simone à Beyoncé. Music Queens est un roman graphique et une série animée à regarder sans modération sur arte.tv. Pour cette double actualité, j'ai le plaisir de recevoir la journaliste Rebecca Manzoni. Bonjour Rebecca. Bonjour. Je sais que vous êtes une grande bosseuse, c'est ce que vous racontez en tout cas en interview, et soucieuse aussi, inquiète peut-être. Comment se passe cet exercice de la promotion ? C'est assez joyeux en fait. C'est assez joyeux quand on passe effectivement pas mal de temps sur une idée qui m'est venue il y a 6 ans et qui voit enfin le jour. C'est très joyeux et très agréable de pouvoir rencontrer des gens qui sont intéressés à ce travail et d'essayer de le mettre en valeur du mieux possible pour que ce soit partagé. Alors, les auditeurs de France Inter connaissent bien votre voix au micro de la célèbre radio pour Pop & Co, maintenant Totémique à la rentrée. Enfin, en décembre, vous allez reprendre l'incontournable Le Masque et la Plume avec un cahier des charges ou c'est carte blanche ? Un petit peu des deux, en fait, parce que vu la longévité de l'émission qui a, je crois, pas loin de 70 ans, il y a forcément un cahier des charges. C'est l'une des très rares émissions, je crois, qui est comme une sorte d'institution. Et en même temps, on me l'a confié pour que j'y mette ma patte. Donc ça va forcément un peu évoluer. Donc c'est vraiment les deux. Voilà. Le Masque et la Plume, un critique littéraire, indépendante, érudite. Cinéma, théâtre. Voilà. Très varié, très éclectique. Music Queens, on en vient à votre actualité, que vous signez avec Émilie Valentin et Leslie Play, raconte sur un ton humoristique et politique comment 10 chanteuses et musiciennes ont cassé les codes et révolutionné le regard sur les femmes dans la musique. Tout d'abord, comment avez-vous sélectionné ces femmes ? On les a sélectionnées alors, dans la série et dans la bande dessinée. La série est plus représentative parce qu'il y a 20 femmes et dans la bande dessinée, il y en a 10. Mais l'idée était vraiment que ces femmes incarnent différentes générations, différents registres musicaux et différentes féminités, justement. Parce que l'idée de la série, c'est de montrer à quel point toutes ces chanteuses ont porté des façons multiples d'être une femme depuis les années 60. Et la façon d'être une femme en 2023 est aussi héritière de celles qui ont fait bouger les lignes dès les années 60, en fait. Alors, en exergue de la BD, donc, vous citez la chanson Gloria, reprise par Patti Smith, américaine, qui s'est engagée, enragée, poétesse du rock. On est en 1975, on l'entend. En quoi Patti Smith a été la bascule dans la présence des femmes dans le rock'n'roll ? Alors, il y en a eu d'autres avant elle, mais c'est vrai que Patti Smith, c'est très très important à la fois pour sa créativité poétique et musicale, parce que Gloria, c'est une reprise d'une chanson de Van Morrison, mais la chanson commence par un de ses poèmes à elle. Et les premiers vers de cette chanson, c'est « Jesus died for somebody's sins but not mine », ce qui signifie « Jésus est mort à cause des péchés de quelqu'un, mais ce n'était pas les miens ». Dans un pays, les États-Unis, où le président de la République prête serment sur la Bible, c'est quand même assez intéressant. Donc elle a contribué très largement à faire entrer la poésie dans le rock'n'roll. Et puis aussi, elle a imposé une façon d'être une femme, tout simplement, sans les codes de la féminité attendue. Puisque, par exemple, sur l'image iconique de la pochette de son premier album, Horses, elle pose avec une chemise d'homme, elle pose avec un veston qu'elle tient par l'index exactement comme Sinatra. Donc, elle change aussi le regard, elle change nos oreilles et nos yeux. Marianne Faithfull, un ange avec des gros seins, selon le manager des Rolling Stones qui la croise dans une soirée. Debbie Harry, Blondie, sifflée dans la rue pour la couleur blonde de ses cheveux. Pourquoi la féminité
vous en parliez, était-elle malvenue dans le rock? Alors, elle n'était pas malvenue à condition qu'elle soit présentée telle que ceux qui étaient aux manettes de l'industrie musicale de l'époque, à savoir des hommes, tels que les hommes la concevaient, donc une féminité assez objectivée finalement. Où les filles sont un petit peu comme des poupées, comme la chanson de Gainsbourg qui dit poupée de cire, poupée de son. Et les histoires de femmes qu'on raconte, c'est précisément des femmes qui ont pu détourner ces codes par moment, ou qui ont pu carrément mettre un coup de pied dedans en fait. Donc une femme, je pense à Debbie Harry par exemple, la chanteuse du groupe Blondie, qui elle a imposé le fait que être une femme et s'amuser avec les codes de la féminité, c'est-à-dire poser sur une pochette de disque en robe à bretelles avec des mules et les poings sur les hanches, être féminine et faire du rock, c'est possible. Elle écrivait ses chansons et nous parle du choix d'avoir un enfant ou pas. La musicienne française Anne Sylvestre par Rebecca Manzoni. Regardez. 1974. 8 millions de Français vont voir Emmanuel au cinéma. Seule, devant l'Assemblée nationale, Simone Veil défend la légalisation de l'avortement. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Et Anne Sylvestre publie une chanson dont le thème est inédit. Choisir d'avoir un enfant ou pas. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense, non. Anne Sylvestre écrit, compose et s'accompagne à la guitare. Avec elle, toutes les facettes de la vie des femmes deviennent des sujets de chansons. Dans ces textes, elles sont épouses, amantes, filles, mères de famille ou non. Pendant des années, j'ai été très polie. Mais je me suis aperçue qu'on ne m'avait pas écoutée. Alors, je me suis mise à crier un peu plus fort. Je me suis mise à crier un peu plus fort. Anne Sylvestre, qui nous quittait en novembre 2020, elle n'a pas toujours eu la place qu'elle méritait dans la chanson française. Elle n'a pas toujours eu la place qu'elle méritait pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on l'a vraiment étiquetée dans le répertoire enfantin, alors qu'elle a, avec les Fabulettes, alors qu'elle a un répertoire pour adultes qui est vraiment fantastique. Et puis aussi parce que, précisément, la façon dont elle chantait les femmes ne convenait peut-être pas. C'était vraiment des textes qui racontent la liberté féminine et qui racontent des féminités multiples, encore une fois, avec énormément de poésie. Et c'est vrai que cette chanson-là est très très importante. Des chansons sur l'avortement, il y en a vraiment très très peu dans l'histoire. Et elle le fait avec poésie, encore une fois, parce que c'est ça aussi dans la chanson. C'est pas les chansons dont on parle dans Music Queen, ce sont pas des chansons tracts. C'est des chansons où il y a une créativité musicale et poétique qui est aussi en jeu. Ce sont aussi des créations. Ça, c'est très important. Et vous faites aussi des liens, par exemple, pas de Britney Spears sans Madonna, pas de Madonna sans Blondie. Celle qui ose trace la voie pour les autres, c'est ça un peu l'idée, Rebecca Manzoni? L'idée, en faisant 20 portraits comme ça des années 60 à nos jours, c'est de montrer aussi comment les chanteuses se passent le relais. Volontairement ou non, hein, par exemple, entre Patti Smith et Debbie Harry, il y avait une vraie concurrence. Mais il n'empêche que d'une chanteuse à l'autre, les lignes bougent effectivement et chacune est l'héritière de celle qui précède. Oui, pas de Madonna sans Debbie Harry, pas de PJ Harvey sans Patti Smith, etc., etc. Et c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir en racontant cette histoire l'évolution, la façon dont le relais se passe de main en main, de bouche à bouche et de voix à voix, en fait. Un mot de cinéma. Est-ce que Justine Triet a un petit côté héroïne rock depuis sa Palme d'Or pour Anatomie d'une chute? Pour rappel, elle dénonçait à Cannes la réforme des retraites. Héroïne rock, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est une immense cinéaste pour avoir eu la chance de voir son film Anatomie d'une chute. Voilà, héroïne rock, je ne sais pas. Dans l'affirmation de ses propos devant cette assemblée, à Cannes, non, vous n'avez pas ressenti chez cette femme qui gagne un prix extrêmement important dans le milieu du cinéma, ce courage de dire les choses? Ah oui, c'est courageux cette prise de parole, ça c'est sûr. Ensuite, moi je retiens vraiment la dernière phrase de ce discours qui était d'essayer de contribuer à un monde où on a le droit de se tromper
Et on a le droit donc à au moins une deuxième chance. Pour ma part, c'est un discours dans lequel je me reconnais, cette phrase. J'ai envie de contribuer à un monde comme ça. Et toutes les chanteuses d'ailleurs qui sont présentes dans Music Queens, et Marianne Faithfull au premier chef, je dirais, incarnent ça. Mais on pourrait dire que Justine Triet, elle pourrait se revendiquer aussi du rap, etc. Enfin, il y a tellement de mouvements musicaux qui incarnent la rébellion. Mais oui, c'est une prise de parole qui est courageuse et elle en a payé le prix, là, d'ailleurs, en termes de commentaires. On a l'habitude dans cette émission de demander son coup de cœur culturel à notre invité. Le vôtre va à November Ultra, Ouais. Cette chanteuse à la voix délicate, révélation féminine des Victoires 2023. Elle vient de publier une réédition de son album intitulé Bedroom Walls, le salon, une nouvelle version qui comporte 7 morceaux inédits. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle ? Ce qui me plaît, c'est que déjà, en soi, c'est un premier album et c'est quand même très rare et très joyeux d'écouter un premier album en se disant « Waouh, là, il y a un univers à part entière qui arrive. Quelque chose qui est vraiment inédit. » En l'espèce, l'inédit pour November Ultra, c'est évidemment sa voix. Je trouve que c'est l'une des plus belles voix actuelles. Mais surtout, elle peut être assez irrévérencieuse avec cette voix. C'est-à-dire qu'on va l'entendre la tordre, la couper. C'est vraiment un instrument avec lequel elle joue. Ça, je trouve ça très intéressant. Et puis musicalement, elle marie des choses très très différentes entre le folk, l'électro, le hip-hop. Et elle a cette image de femme très douce, ce qu'elle est. Mais ses chansons racontent aussi beaucoup de réalité tranchante et de la noirceur. Et moi, c'est ce que j'adore dans la chanson. Les chagrins d'amour qui sont chantés sur des musiques où on danse, en fait. Elle part en tournée November Ultra aux États-Unis, sera à l'Olympia le 17 novembre. Entre-temps, quelques festivals cet été. Le temps est suspendu avec elle. Merci Rebecca Manzoni. Merci à vous. Bonne continuation. Music Queens que vous signez avec Émilie Valentin et Leslie Play est publié chez Arte Éditions et Bayard Graphique. Ne manquez pas non plus l'excellente série sur arte.tv. Et si on partait prendre l'air en train maintenant avec November Ultra. À très vite sur France 24.